Les hommes. La barre est-elle si basse que dès qu'un homme lit en public, on considère ça comme étant performatif et non pas comme du simple intellectualisme? Est-ce que c'est encore pire s'il a un matcha dans l'autre main et des écouteurs filaires? Du moins, est-ce que c'est si transgressif de voir ça qu'on en vient à organiser des concours au beau milieu de Seattle, de San Francisco et même du Canada? Si vous êtes un tant soit peu connecté, vous avez dû apercevoir des hommes partout. Mais pas n'importe quel type d'homme. Les hommes performatifs ou performative male en anglais. Pour décrire son starter pack rapidement, c'est un homme qui est supposé être totalement déconstruit du patriarcat et des normes de genre. Il accepte sa féminité en portant des tote bags qu'il accessoirise forcément. Il s'habille bien, il aime la musique un peu indie mais quand même assez populaire pour qu'on connaisse tous. Il prend très soin de son Instagram qui est forcément tout aussi esthétique qu'un tableau Pinterest. Il a des hobbies méga sains, du genre il fait du sport mais pas n'importe lequel, de la course ou de l'escalade. Il a toujours un livre féministe ou de développement personnel à la main, qu'il ira forcément lire dans un petit café tendance avec un matcha. Mais surtout, le plus important, c'est qu'il le montre, qu'il en parle et qu'on en soit tous au courant. Enfin pas tous, seulement les filles auxquelles il s'intéresse. En réalité, tout ce spectacle n'a qu'un seul but, plaire aux femmes. Ce ne sont pas des choses qu'il fait pour son propre intérêt personnel, mais par validation extérieure. Qu'on l'approche et qu'on discute d'à quel point le sexisme, c'est nul, et qu'on pourra en parler autour d'un verre chez lui ce soir. La chose même derrière son manque d'authenticité et cette manipulation, c'est un besoin d'attention, et surtout un énorme problème d'ego. Mais est-ce que c'est un phénomène nouveau ou ça peut faire penser à un autre type d'homme? À première vue, on pourrait croire que cet archétype s'est construit à contre-courant des red pill alpha men. Ces figures hyper masculines qui revendiquent la domination, l'agressivité et qui n'hésitent pas à mépriser les femmes dès qu'elles ne se montrent pas intéressées. L'un se montre sensible, doux et cultivé, et l'autre brutal, viril, autoritaire. Tout semblait séparé. Mais si on regarde de plus près, ces deux modèles de masculinité fonctionnent en réalité sur la même logique, la quête de la validation féminine. Le Red Pill Alpha cherche à séduire en imposant une image de puissance, en jouant sur la peur, la supériorité et le contrôle. L'homme performatif, lui, choisit une stratégie inverse, se montrer empathique, progressiste, déconstruit, mais toujours dans le but d'attirer l'attention, d'être désiré et d'obtenir un avantage relationnel ou sexuel. L'objectif final reste le même, exister à travers le regard féminin. La différence est que là où l'homme alpha joue sur la domination, le performatif joue sur la séduction intellectuelle et émotionnelle. En ce sens, l'homme performatif n'est pas une rupture, mais une adaptation opportuniste. Dans un contexte où les femmes rejettent de plus en plus les formes de masculinité toxiques, certains hommes ont compris qu'il fallait incarner autre chose pour continuer à séduire. En réalité, l'homme performatif n'est pas si différent des red pill alpha. Parce que derrière tout son accoutrement, il reste un homme qui est dépendant de la validation extérieure et qui est absolument incapable de construire une identité stable qui ne repose pas sur l'opinion des femmes. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que les hommes d'aujourd'hui ont un problème identitaire? Évidemment, c'est pas un problème qui est exclusif au genre. Je pense qu'on pourra tous et toutes être d'accord pour dire qu'on a, dans le passé ou pas, eu du mal à trouver son identité dans la société. Sans vouloir dire que les hommes ont plus de mal que les femmes parce que c'est tout simplement faux, l'idée de performance chez les hommes est assez différente de celle des femmes. C'est un phénomène qui s'appuie sur les attentes et l'évolution de la société. Pendant longtemps, la masculinité s'est définie en opposition. Être un homme, c'était ne pas être une femme, ne pas être faible, ne pas être émotif, ne pas être passif. Aujourd'hui, cette définition négative commence à changer parce que les modèles hyper masculins traditionnels sont de plus en plus critiqués et rejetés. Résultat, certains hommes cherchent à se reconstruire autrement, mais souvent dans l'excès inverse. C'est là qu'apparaît l'homme performatif. Il rejette les signes les plus toxiques de la virilité classique et les substitue par d'autres codes, plus doux et plus progressistes en apparence. Mais il le fait encore dans une logique de performance sociale. Montrer qu'on est du bon côté parce qu'on incarne une masculinité alternative. C'est pourquoi on peut dire que oui, les hommes sont en pleine recherche identitaire, mais pas au sens où ils seraient des victimes du système. Ils restent évidemment gagnants d'un ordre social qui les favorise.
Simplement, cet ordre est aujourd'hui contesté et beaucoup d'hommes ne savent plus très bien quelle place occuper dans ce nouveau paysage. C'est là que la philosophe Judith Butler peut nous aider à y voir plus clair. Dans son ouvrage Gender Trouble, elle développe la théorie de la performativité du genre. Selon elle, le genre n'est pas quelque chose qu'on est, mais quelque chose qu'on fait. Autrement dit, être un homme ou une femme ne découle pas d'une vérité antérieure, mais de la répétition d'actes, de codes et de comportements sociaux. En répétant ces gestes, on donne l'illusion qu'il existe une identité stable derrière. Si on regarde l'homme performatif avec cette grille, on se rend compte qu'il incarne une nouvelle manière de performer le genre masculin. Il rejoue, de manière consciente ou pas, une masculinité alternative qui se veut douce, sensible, ouverte aux femmes, mais qui reste malgré tout une performance destinée à être vue et validée. On pourrait même dire qu'il ne sort pas du système de la performativité, il en invente juste une autre version. Ce qui est ironique, c'est qu'en essayant de s'éloigner du modèle alpha, il finit par produire un autre archétype, avec ses propres codes vestimentaires, ses goûts culturels et surtout son objectif central, séduire et prouver sa valeur. Pour aller un peu plus loin, il y a une créatrice sur TikTok qui mentionne le fait que l'archétype du performative male reprend beaucoup de codes asiatiques. Le matcha, les laboubous, le style vestimentaire et même des artistes comme Laufey et Bubba-Dooboo. Elle disait qu'elle trouvait ça étrange que ces nouveaux performative male adoptent des traits qui historiquement sont vus comme efféminés et pas attirants pour les femmes, mais qui deviennent soudainement cool lorsqu'ils sont incorporés dans ce nouvel archétype masculin. Je peux comprendre son argument, mais je suis pas vraiment 100% d'accord avec et je trouve qu'il mérite d'être légèrement nuancé. Je pense déjà que si les codes de l'homme performatif de 2025 sont en partie des codes qu'on retrouve dans la culture asiatique et surtout coréenne et japonaise, c'est notamment parce que c'est une culture qui est énormément tendance aujourd'hui en Occident. C'est pas un hasard si beaucoup de femmes écoutent de la K-pop et regardent des K-dramas, et si les codes des hommes performatifs s'alignent aussi sur les tendances de consommation internationale. Je pense aussi que c'est un argument qui pourrait être appuyé sur la culture queer, qui est aussi très présente dans les codes du performative male, notamment parce qu'elle propose des alternatives à cette masculinité originelle. En un sens, l'homme performatif recycle des gestes et des identités queer, mais en les ramenant dans un cadre hétéronormatif, où la finalité reste encore et toujours la séduction des femmes. Il incarne une tentative de réponse culturelle au rejet croissant de l'hypermasculinité. Plutôt que de créer un nouveau modèle réellement libéré des rapports de pouvoir, il pioche dans des esthétiques alternatives pour proposer une image de masculinité adoucie, mais toujours calibrée pour plaire et pour être validée. Pour finir, je voulais discuter de la dimension politique de ce sujet. Dans l'imaginaire, un performative male, c'est un homme progressiste, militant, qui vote à gauche. Ça paraît évident parce qu'il a des intérêts qu'on classifie de gauche dans la pop culture contemporaine, soit lire, boire du matcha ou mettre des crop tops. Tout ça, ce sont des choses qu'on relie inconsciemment à la gauche. Et cette perception, elle est renforcée par des statistiques bien connues. Les femmes et les personnes diplômées votent plus souvent à gauche. Comme l'homme performatif se situe dans cette zone symbolique du féminin et de l'intellectuel, il paraît donc évident qu'il se range du côté progressiste de l'échiquier politique. Mais est-ce que ces hommes votent réellement à gauche ou est-ce que ça aussi c'est performatif? Le problème avec tout ça, c'est qu'on peut pas vraiment le savoir. Ils ont beau avoir un livre féministe à la main, est-ce qu'ils adhèrent aux idées de ce même livre? Ou avant tout, est-ce qu'ils ont lu ce livre? Est-ce qu'ils ont un laboubou accroché à leur tote bag et combattent le capitalisme en même temps? Ils boivent peut-être du matcha tous les matins, mais ils restent des hommes. Des hommes à qui le système profite et qui n'ont aucun bénéfice à le changer. C'est là toute l'ambiguïté. Est-ce qu'on est face à une véritable évolution de la masculinité ou simplement à une nouvelle version mais toujours aussi intéressée? Alors peut-être qu'on cherche le mal partout et que ce ne sont que des hommes à la recherche d'une identité, un peu comme tout le monde. On n'a pas vraiment de moyen d'en connaître la réponse. On peut seulement espérer demander une seule chose, de la sincérité.